Je m'appelle Naomi Mercé. J'ai 32 ans. Et il y a 4 ans, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a qualifié ma remise de diplôme universitaire de cérémonie des ratés. Pas un jalon, pas un accomplissement. Pas le genre de jour où un parent se présente, une cérémonie des ratés. Je me souviens encore de la voix calme qu'elle avait en le disant, comme si elle commentait la météo au lieu de rejeter les années les plus difficiles de ma vie. J'avais travaillé pour ce diplôme sans argent familial, sans soutien familial, et certainement sans fierté familiale. Le jour venu, j'ai traversé cette scène sachant exactement quel siège serait vide. Et il l'était. Pendant que je récupérais mon diplôme, ma mère organisait un après-midi parfaitement orchestré avec du champagne, des fleurs et le genre de photos souriantes que les gens publient lorsqu'ils veulent que le monde croie que leur famille est impeccable. Elle a ignoré ma remise de diplôme comme si c'était en dessous d'elle, comme si j'étais en dessous d'elle. Je me suis dit que ce jour serait la dernière fois que j'attendrais quoi que ce soit d'eux. Et pendant un temps, ce fut le cas. Puis tout a changé. 4 ans plus tard, j'ai bâti quelque chose à moi, je l'ai vendu pour plus d'argent que quiconque dans ma famille n'aurait jamais imaginé que je puisse toucher. Et soudain, les mêmes personnes qui n'avaient pas pu épargner 3 heures pour ma remise de diplôme avaient du temps pour moi. Beaucoup de temps. Mon téléphone s'est illuminé avec un numéro que je connaissais par cœur. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Elle a dit que nous devions parler. Elle a dit qu'il y aurait une réunion de famille demain. Je lui ai dit, trop tard. Bien trop tard. Mais j'y suis allé quand même. Pas parce que je voulais tourner la page. Pas parce que je voulais des excuses. J'y suis allé parce qu'à ce moment-là, je savais quelque chose qu'il n'aurait jamais cru que je découvrirais. Et ce que j'ai apporté à cette réunion était beaucoup plus dangereux que la preuve qu'ils m'avaient sous-estimé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand ils ont réalisé que la fille qu'ils avaient jetée était la seule personne qui pouvait tout gâcher, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Parce que cette histoire ne fait qu'empirer à partir de maintenant. J'avais 7 ans quand ils m'ont envoyé vivre chez ma grand-mère sur la côte du Maine. Pas de dispute hurlante, pas de confession dramatique, pas d'explication qu'un enfant aurait pu réellement comprendre. Juste des valises trop bien faites, un trajet en voiture qui semblait trop silencieux, et une phrase bien tournée expliquant qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que je reste un certain temps chez grand-mère. Un certain temps s'est transformé en années. À l'époque, ma famille vivait dans une de ces vieilles maisons de Boston qui semblaient belles de l'extérieur et émotionnellement réfrigérées de l'intérieur. Tout était organisé, les bonnes écoles, les bons dîners, la bonne famille, les bons amis, les bons sourires sur les bonnes photographies. Ma sœur cadette s'intégrait dans ce monde comme si elle avait été conçue pour cela. Elle avait le visage de ma mère, la douceur de ma mère, la place de ma mère dans chaque cadre. Je ne l'avais pas. J'avais les yeux de mon père, sa mâchoire, ses cheveux foncés, et apparemment, bien que je ne le comprendrais que bien plus tard, j'avais aussi le pouvoir de rendre ma mère visiblement mal à l'aise juste en existant dans la même pièce. Ma grand-mère, Margaret Aye, ne m'a jamais monté contre eux. Elle n'en a jamais eu besoin. Elle m'a simplement aimé si complètement que la différence entre l'amour réel et la négligence polie est devenue impossible à ignorer. Elle préparait mes déjeuners, m'aidait avec mes devoirs, assistait à chaque récital scolaire et applaudissait comme si je me produisais au Carnegie Hall. Même quand je n'étais qu'une jeune fille nerveuse au dernier rang d'un concert de chorale d'hiver. Pendant que ma famille à Boston construisait une vie sans moi, grand-mère en a construit une autour de moi. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devrais le gagner moi-même. À 16 ans, je travaillais les week-ends, je postulais pour des bourses et je planifiais un avenir qui ne dépendait pas d'un seul dollar Mercé. À 18 ans, j'avais un dossier universitaire complet et un billet aller simple vers une vie que ma famille n'avait pas aidé à créer. J'ai étudié la science des données et les systèmes de santé, puis j'ai tracé mon chemin de la même manière que j'ai bâti tout le reste, par la discipline, l'entêtement et une promesse privée que personne ne pourrait plus jamais me traiter de jetable. Ma remise de diplôme aurait dû être le moment où ils auraient vu ce que j'avais accompli sans eux. Au lieu de cela, ce fut une humiliation de plus que j'ai dû subir en public. J'ai envoyé l'invitation des mois à l'avance. J'ai fait un suivi. J'ai même abaissé mes attentes suffisamment pour espérer le strict minimum, un texte poli, un bouquet, 2 personnes dans le public faisant semblant de s'en soucier. Ce que j'ai eu fut pire que le silence, car le silence au moins peut laisser place au doute. Ma mère a appelé et m'a dit d'une voix froide qui me retourne encore l'estomac quand je m'en souviens, qu'elle ne croyait pas à la célébration de la médiocrité déguisée en ambition.
Puis elle a prononcé les mots que je m'étais déjà répétés 1000 fois à ce moment-là, cérémonie des ratés. Elle a appelé ma remise de diplôme une cérémonie des ratés. J'ai tout de même traversé cette scène. J'ai tout de même obtenu mon diplôme en tête de mon programme. Et quand j'ai regardé le public, la seule personne debout pour moi, pleurant pour moi, fière de moi était ma grand-mère. Plus tard cet après-midi-là, alors que je tenais encore mon diplôme et essayais de ne pas laisser le vide s'ouvrir en public, ma mère a posté des photographies d'un déjeuner dans un jardin à Boston. Verre en cristal, rose d'été, serviette en lin, éclairage parfait, invité parfait, fille parfaite. J'ai enregistré les captures d'écran. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait à l'époque. Peut-être parce qu'une partie de moi comprenait déjà qu'un jour j'aurais besoin de preuves que la cruauté avait été réelle. Une partie de moi pensait qu'après la remise de diplôme, j'arrêterais enfin de vouloir quoi que ce soit d'eux. Et je l'ai presque fait. J'ai avancé. J'ai travaillé. J'ai construit. J'ai transformé chaque once de rejet en élan. Mais le problème avec les familles comme la mienne, c'est qu'elles reviennent toujours quand le succès leur donne quelque chose à revendiquer. À 32 ans, j'avais fait plus que bâtir une carrière. J'avais bâti une entreprise. Ce qui avait commencé comme une petite plateforme d'analyse conçue pour signaler les schémas de facturation hospitalière suspects a grandi plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. Les assureurs la voulaient. Les sociétés de conformité la voulaient. Les réseaux hospitaliers qui avaient autrefois ignoré mes courriels voulaient soudainement des réunions. Puis une plus grande entreprise est arrivée avec une offre d'acquisition si agressive que j'ai ri la première fois que je l'ai lue. J'ai négocié, signé, et regardé les chiffres atteindre les étapes de mon comptable. Ils étaient si importants qu'ils semblaient presque fictifs. La presse spécialisée s'en est emparée. Mon calendrier de consultation s'est rempli pour l'année suivante. Je gagnais plus d'argent en un mois que ma famille n'avait un jour sous-entendu que je ne verrais jamais de ma vie. 3 semaines avant que ma mère ne m'appelle avec cette petite invitation mielleuse à une réunion de famille, ma grand-mère est décédée. Cette phrase me semble toujours fausse, même maintenant. Elle avait été le seul endroit de ma vie qui m'ait jamais semblé stable. Et quand elle est partie, le monde est devenu plus silencieux d'une manière que je détestais. Je suis resté après les funérailles pour fouiller sa maison parce que je ne supportais pas l'idée que des étrangers emballent les pièces qui m'avaient tenu debout. Au fond de l'armoire de sa chambre, niché dans une vieille malle en cèdre sous des couvertures d'hiver et des lettres attachées avec un ruban, j'ai trouvé une épaisse enveloppe portant mon nom de son écriture. À l'intérieur se trouvait une photographie de ma mère dans la vingtaine, se tenant bien trop près d'un homme qui n'était certainement pas mon père. Il y avait un deuxième élément, une note dactylographiée de ma grand-mère me mettant en garde de ne pas faire confiance à la gentillesse soudaine des membres de la famille qui avaient passé des décennies à prouver que je ne représentais rien pour eux. Et il y avait une carte de visite d'un détective privé nommé Ethan Cross. Au dos, dans la petite écriture soignée de ma grand-mère, elle avait écrit « S'ils reviennent, commence ici ». Ils sont revenus. 48 heures après qu'un article sur la sortie de mon entreprise ait circulé dans les médias économiques. Ma mère a appelé, d'une voix presque tendre. Elle n'avait jamais été tendre avec moi de sa vie. Elle m'a demandé comment j'allais. Elle m'a appelé chérie. Elle a dit que la famille avait besoin de se reconnecter et que demain il y aurait une réunion à la maison à Boston. La même maison où ma chambre avait disparu il y a des années, où chaque photographie sur les murs m'avait appris exactement ma place. J'ai dit, trop tard. Bien trop tard. Puis j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, mon père m'a envoyé un message. Le message était court, formel, et d'une certaine manière encore plus insultant par le soin qu'il avait mis à paraître neutre. Il disait qu'il voulait discuter d'honorer l'héritage de ma grand-mère. Pas s'excuser, pas expliquer, mais honorer son héritage. Je savais déjà qu'il s'agissait d'argent avant d'entrer. Je ne savais juste pas encore à quel point le reste était sale. L'après-midi suivant, je suis retourné à Boston pour la première fois depuis des mois. La maison semblait encore plus soignée que dans mes souvenirs. Nouvel aménagement paysager, nouvelle maçonnerie, peinture fraîche. C'était le genre d'endroit qui murmurait la stabilité même quand il était bâti sur des mensonges. Ma mère m'a accueilli comme si nous étions proches. Mon père m'a serré la main comme si j'étais un donateur qu'il espérait ne pas perdre. Ma sœur, Camille Mercé, m'a serré dans ses bras avec la prudence maladroite de quelqu'un qui savait qu'elle avait toujours bénéficié de mon exclusion, mais n'avait jamais été forcée de le dire à voix haute.
Le déjeuner était servi sur la terrasse comme si nous avions une réunion civilisée au lieu d'une négociation mise en scène par des gens qui n'avaient jamais passé une journée honnête avec moi. Puis mon père a ouvert un dossier en cuir et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait une proposition entièrement conçue pour quelque chose appelé la Fondation Héritage Mercé. Selon eux, elle honorerait ma grand-mère en soutenant des étudiants négligés issus de foyers brisés. Elle utilisait tous les bons termes, opportunité, dignité, accès à l'éducation, résilience. Ma grand-mère aurait adoré la mission. C'est la première chose qui m'a rendu malade car avant même d'atteindre les chiffres, avant même de voir qui était listé comme directeur exécutif, je savais qu'ils utilisaient son nom comme appât. Camille était salariée. Ma mère avait une indemnité de consultation. 2 fournisseurs externes étaient listés à des taux suffisamment élevés pour me faire plisser les yeux. Le budget de lancement était gonflé. La structure de surveillance était faible. Et au bas de la dernière page se trouvait le montant qu'ils attendaient de moi, 300 000 $ comme contribution familiale fondatrice. Ma mère a tendu la main sur la table et l'a posée légèrement sur la mienne comme si elle m'avait déjà réconforté un jour de sa vie. Elle a dit, « Nous savons à quel point tu as réussi, Naomi. Nous pensions que cela pourrait enfin nous réunir en famille. » C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable insulte. Ils ne sont pas revenus parce qu'ils m'aimaient. Ils sont revenus parce que j'étais devenu utile. J'ai souri. J'ai hoché la tête. Je leur ai dit que j'examinerais tout attentivement. Puis je suis retourné dans le Maine, j'ai sorti la carte que ma grand-mère m'avait laissée et j'ai appelé Ethan Cross avant le coucher du soleil. Ethan Cross n'a pas mâché ses mots. Il m'a rencontré à Portland le lendemain matin, a examiné chaque document de la proposition de fondation et a dit, « Si votre instinct vous dit déjà que ça pue, il est probablement prudent. » C'est. Fut le début. Pendant qu'Ethan s'occupait du côté familial, je me suis occupé du côté financier moi-même. L'avantage de bâtir une entreprise autour de la détection de la fraude est qu'après un certain temps, on cesse d'entendre des excuses et on commence à entendre des schémas. La fondation proposée était légalement enregistrée, ce qui signifiait qu'il n'était pas assez stupide pour monter quelque chose d'absurdement faux. C'était presque pire. Elle avait de vrais documents, une vraie demande de subvention fiscale en cours, un vrai compte bancaire, une image de marque, un calendrier de lancement, et toute la légitimité visuelle que l'argent peut acheter. Mais quand j'ai commencé à retracer les fournisseurs, les choses se sont tordues de manière qui aurait dû être droite. Une entreprise de conseil stratégique liée à une vieille amie de ma mère n'avait aucun bilan significatif. Une agence de marketing avait un site soigné mais aucun portefeuille substantiel et une adresse qui menait à un espace de bureau partagé utilisé par des dizaines d'entités écrans. La rémunération de Camille était obscène pour une fondation qui n'avait pas encore aidé une seule personne vivante. Chaque page semblait propre jusqu'à ce que l'on comprenne à quoi ressemble réellement une fraude propre. Elle n'est jamais bâclée au début. Elle est élégante, fiscalement avisée, émotionnellement manipulatrice et revêtue d'un langage de mission. Une semaine après le début de l'examen, Ethan a appelé et m'a dit qu'il avait quelque chose que je devais voir en personne. Je suis descendu et l'ai rencontré à son bureau où il m'a remis un dossier contenant des copies de photographies archivées, un ancien programme de galerie et un nom qui a fait respirer tout ce qui se trouvait dans l'enveloppe de ma grand-mère, Adrien Val, l'homme sur la photographie avec ma mère. Il avait été un photographe d'architecture bien connu à Boston au début des années 90, magnétique, talentueux, financièrement instable, et selon 2 personnes qu'Ethan a interrogées, profondément impliqué avec ma mère avant son mariage. Il y avait eu des rumeurs à l'époque, rien de prouvable, rien de public, juste assez de fumée pour rendre ma grand-mère méfiante 30 ans plus tard. Ethan a aussi trouvé autre chose. Mes parents ne s'étaient pas soudainement intéressés à renouer pour des raisons sentimentales. Ils étaient sous pression. La maison avait été refinancée 2 fois. Il y avait des dettes privées. Mon père approchait de la fin d'une position lucrative avec moins d'options à venir que les apparences ne le suggéraient. La fondation n'était pas seulement de la cupidité. C'était un radeau de sauvetage qu'il prévoyait de remplir avec mon argent. Pourtant, rien de tout cela n'expliquait pourquoi j'avais été envoyé à 7 ans alors que Camille était adorée en plein jour. Cette pièce est venue ensuite. J'ai organisé un test ADN légal privé auprès d'un laboratoire spécialisé dans la collecte sous scellé. J'ai donné mon propre échantillon volontairement. Obtenir celui de mon père fut plus facile qu'il n'aurait dû l'être. Il m'avait tendu une tasse de café pendant le déjeuner la semaine précédente. Et contrairement à ma famille, j'avais toujours prêté attention quand quelque chose comptait.
L'échantillon de Camille a demandé plus d'efforts. Une brosse à cheveux conservée de la maison familiale récupérée lors d'une deuxième visite après que ma mère ait insisté pour que je passe discuter de la stratégie de don. L'échantillon de comparaison d'Adrien Val provenait d'une référence médico-légale scellée préparée avant sa mort et détenue par un avocat qu'Ethan a localisé grâce au dossier successoraux. L'attente a presque brisé ma concentration. J'ai continué à travailler. J'ai continué à examiner les budgets prévisionnels et les dossiers de donateurs. J'ai continué à répondre aux messages soudainement affectueux de ma mère par des réponses neutres d'une seule phrase. Et puis le laboratoire a envoyé les résultats. Je les ai ouverts seul dans la cuisine de ma grand-mère, les deux mains à plat sur la table, car quelque chose en moi savait déjà que le sol était sur le point de bouger. Mon père était mon père biologique. Il n'y avait aucune ambiguïté. Camille n'était pas sa fille biologique. Camille correspondait à Adrien Val. Je l'ai lu 3 fois. Puis je suis resté assise là, dans un silence total, tandis que chaque souvenir que j'avais essayé d'expliquer par un simple favoritisme se réarrangeait en quelque chose de plus laid et de plus précis. Ma mère ne m'avait pas rejeté parce que je l'avais déçue. Elle m'avait rejeté parce que j'étais la preuve de la vie qu'elle avait réellement choisie. Mon père n'avait pas manqué de me protéger parce qu'il ne savait pas mieux faire. Il avait manqué à son devoir parce qu'il savait exactement ce qui se passait et avait quand même choisi la version de la famille qui préservait son mariage et son image intacte. Camille avait été le centre chéri du foyer parce qu'elle représentait la loyauté cachée de ma mère, la vie qu'elle avait aimée avant le mariage qu'elle jouait. Et j'avais été envoyé au loin dès l'instant où j'avais commencé à trop ressembler à l'homme qui rendait le mensonge plus difficile à maintenir. Quand j'avais 7 ans, j'avais posé une simple question au petit déjeuner, pourquoi est-ce que je ressemble exactement à papa ? Mais Camille ne ressemble à aucun de vous deux. Je me suis souvenu de la façon dont le visage de ma mère avait changé. Je me suis souvenu à quel point la maison était silencieuse cette nuit-là. Je me suis souvenu de ma valise apparaissant le lendemain matin. Pendant des années, j'avais pensé que ce souvenir était trop dramatique pour être crédible. Maintenant, cela avait un sens parfait. Je n'ai pas été retiré parce que j'étais difficile. J'ai été retiré parce que j'étais observatrice. En même temps, les preuves concernant la fondation ne cessaient de s'aggraver. J'ai trouvé des projections gonflées, un langage de préapprobation pour la gouvernance du conseil d'administration qui aurait permis que la discrétion des dépenses reste entièrement au sein de la famille. Et des documents de sensibilisation personnelle déjà rédigés pour me présenter comme une force fondatrice, que je les approuve ou non. Puis Ethan a découvert un autre fil. Une petite publication industrielle avait reçu des informations de fond, me décrivant comme froide, instable et avide en prévision d'une éventuelle hésitation des donateurs. Ma mère construisait une histoire de secours. Si je refusais de financer leur stratagème, ils diraient au monde que j'étais une fille amère sapant un effort caritatif créé au nom de ma grand-mère. C'est à ce moment-là que tout cela est passé de l'insulte à la guerre. J'ai d'abord refusé la deuxième réunion, alors ma mère a intensifié la pression. Elle a envoyé des fleurs à ma maison dans le Maine avec un mot sur la guérison familiale. Mon père a appelé pour dire qu'il craignait que j'ai mal compris le but de la fondation. Camille m'a envoyé un message tard dans la nuit disant « Grand-mère aurait voulu que nous soyons unis ». La chorégraphie émotionnelle était si délibérée qu'elle aurait presque été impressionnante si elle n'avait pas été si transparente. Je leur ai dit que j'avais besoin de documentation financière supplémentaire avant de débourser $1. Ma mère a répondu dans les 5 minutes en me demandant pourquoi je rendais tout difficile. Difficile ? Ce mot m'a fait rire aux éclats dans ma cuisine. Les familles comme la mienne appellent toujours la responsabilité difficile alors que ce qu'elles veulent dire, c'est incommode. J'ai demandé les contrats, les détails des fournisseurs, la justification des salaires, les politiques de remboursement et les projets de statut reflétant une véritable surveillance indépendante. Ce qui est revenu n'a fait qu'empirer les choses. Les documents étaient incomplets. Les dates étaient incohérentes. Les postes ne correspondaient pas. Les dépenses de l'événement de lancement étaient déjà gonflées, et il y avait des signes que l'intérêt des donateurs avait été exagéré pour me pousser à agir rapidement. Je leur ai dit que je ne débloquerais aucun fonds avant qu'un examen médico-légal externe ne soit terminé. C'est à ce moment-là que les masques sont tombés. Ma mère m'a traité d'ingrate. Mon père a dit que j'embarrassais la famille. Camille m'a accusé de tout ramener aux vieilles blessures au lieu de l'avenir. J'ai enregistré chaque appel. J'ai conservé chaque courriel. J'ai sauvegardé chaque message vocal. Puis l'article est sorti.
Il ne m'a pas qualifié de criminel. Les gens riches et socialement éduqués sont généralement trop raffinés pour cela. Au lieu de cela, il me présentait comme une fondatrice brillante mais volatile dont l'instabilité personnelle avait compliqué une initiative caritative familiale. Il sous-entendait que j'étais devenu obsessionnel concernant les questions d'héritage. Il suggérait que mon jugement pourrait être compromis par un ressentiment non résolu. C'était juste assez subtil pour paraître respectable et juste assez vicieux pour faire des dégâts. Dans les 72 heures, 2 conversations de consultation sont devenues froides. Un système de santé que j'avais conseillé a demandé de reporter la finalisation du contrat en attendant un examen interne. Un autre client a discrètement réduit mon implication sur un projet de conformité d'une valeur de près de 2 millions de dollars pour l'année suivante. Personne n'a dit que l'article en était la raison. Personne n'avait besoin de le dire. Les dommages de réputation parmi les professionnels fortunés n'arrivent que rarement avec une confession attachée. Ils arrivent sous forme d'hésitation, de distance et d'une perte soudaine d'enthousiasme de la part de personnes qui étaient ravies de vous connaître la semaine dernière. Puis les choses ont empiré. Un ensemble de courriels a commencé à circuler, prétendument d'une adresse qui ressemblait suffisamment à la mienne pour tromper quiconque y jetait un coup d'œil rapide. Les messages laissaient entendre que j'avais menacé d'exposer des affaires familiales privées à moins que certains arrangements financiers ne soient faits. Le langage était maladroit, mélodramatique et ne ressemblait en rien à ce que j'aurais pu écrire. Mais cela n'a pas importé au début. Ce qui a importé, c'est qu'ils ont existé assez longtemps pour être montrés, transférés, murmurés et mentionnés dans des conversations où je n'étais pas présente pour corriger. Mon avocate, Dana Whitlock, est entrée en scène après le 2e problème client et a jeté un œil aux documents en disant « Ce n'est plus un conflit familial. C'est de la fraude, de la diffamation et des preuves fabriquées. » Dana était exactement le genre d'avocat que l'on veut quand les gens prennent votre calme pour de la faiblesse, vive, peu sentimentale et d'une compétence presque offensive. Elle m'a fait arrêter d'interagir directement sauf nécessité, acheminer tout par des canaux sécurisés et commencer à constituer un dossier de litige si approfondi qu'il pourrait survivre à l'examen public. Pendant qu'elle travaillait sur le plan juridique, Ethan a continué de creuser. Le faux domaine de courriel avait des liens avec un service acheté via un compte tiers connecté à quelqu'un dans l'entourage de ma mère. Une soi-disant consultante en relations publiques qui avait travaillé avec elle sur des dîners de collecte de fonds pour des musées avait discrètement placé des éléments de langage de fond dans une petite publication après l'autre. Ma mère n'improvisait pas. Elle menait une stratégie de confinement de réputation contre sa propre fille. Le pire, c'est que cela a fonctionné juste assez pour faire mal. Un de mes plus grands renouvellements de contrat a stagné. Une invitation au conseil d'administration a disparu. Une intervention que j'avais acceptée verbalement est soudainement devenue indisponible en raison de changements d'emploi du temps qui n'ont trompé personne. La perte financière directe a dépassé 2 millions de dollars de travail projeté en un mois. Je voulais crier. Je voulais retourner à Boston en voiture et leur jeter le rapport ADN à la figure juste pour regarder la pièce brûlée. Mais la colère coûte cher quand l'autre partie espère que vous deviendrez imprudent. Alors j'ai fait le contraire. Je suis devenu plus froide. J'ai tout catalogué, chaque article, chaque capture d'écran édité, chaque détail d'expéditeur suspect, chaque contradiction entre leur langage de charité publique et leur comportement financier privé. Puis Dana a découvert l'erreur qui finirait par révéler complètement ma mère. Dans un dossier préparé pour me menacer d'action en justice, ils ont joint des copies des faux courriels comme s'il s'agissait de preuves authentiques de coercition. Ils n'ont pas seulement fait circuler des mensonges en privé. Ils ont soumis des documents manipulés dans un contexte où un examen médico-légal pouvait les détruire. Ma mère, dans sa panique, avait fait ce que les gens arrogants font souvent quand ils gagnent depuis trop longtemps. Elle a supposé que sa performance résisterait à l'examen. Elle a oublié à qui elle avait affaire. J'avais bâti toute ma vie d'adulte autour de l'examen de ce que les autres espéraient que personne n'examinerait de près. À ce moment-là, j'avais perdu de l'argent, des contrats, et le dernier lambeau d'illusion que n'importe quelle partie de mon conflit familial pouvait encore être résolue discrètement. Cela a mis fin à la dernière hésitation en moi. J'ai dit à Dana de tout déposer. Pas une partie, pas la version édulcorée, tout. L'audience préliminaire a eu lieu un matin gris à Boston, bien qu'au moment où j'ai pénétré dans le palais de justice, je me sois senti étrangement calme. Pas paisible, pas guéri, juste débarrassé de la peur. Ma mère était là, en soie marine, aussi élégante que jamais, comme si un bon tailleur pouvait encore la sauver.
Mon père semblait 20 ans plus vieux que lorsque je l'avais vu déjeuner sur la terrasse. Camille était assise, rigide entre eux, essayant de paraître sereine et échouant chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil de mon côté de la pièce et voyait les classeurs empilés devant Dana. L'audience était censée se concentrer sur les réclamations civiles, mauvaise utilisation de la fondation, diffamation, préjudice financier. Au lieu de cela, ce fut le jour où toute leur mythologie s'est effondrée en public. Dana a commencé par l'argent parce que c'est là que des gens comme mes parents imaginent toujours être le plus en sécurité. Elle a exposé la structure de la fondation, la rémunération personnelle, les relations avec les fournisseurs, les paiements de consultation aux initiés, les dépenses de prélancement sans aucune production caritative, et la fausse représentation utilisée pour exploiter mon nom et ma réputation. Le juge a posé des questions simples d'un ton si discret que les réponses ont semblé encore plus faibles. Combien de bourses avaient été attribuées? Aucune. Combien de bénéficiaires avaient été servis? Aucun. Pourquoi la rémunération des dirigeants avait-elle commencé avant l'existence des programmes? Aucune réponse cohérente. Pourquoi un contact d'affaires d'un membre de la famille avait-il reçu une rémunération de consultant stratégique bien supérieure aux tarifs standards des jeunes organisations à but non lucratif? Encore une fois, aucune réponse cohérente. L'avocat de ma mère a tenté de présenter cela comme une mauvaise gestion lors d'un lancement précipité. Puis Dana est passée aux communications falsifiées. Elle ne l'a pas dramatisé. Elle n'en avait pas besoin. Elle a soumis des rapports de métadonnées, des chemins d'enregistrement de domaine, des traces de serveurs, des chevauchements temporels. Des comparaisons de modèles linguistiques et un résumé médico-légal numérique reliant les courriels fabriqués à des comptes et des appareils provenant de l'orbite de l'opération de ma mère. La salle d'audience est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre quelqu'un déplacer des papiers 3 rangées derrière. Le visage de ma mère a alors changé, non pas en honte, mais en panique. Une vraie panique, le genre qui fait que les gens clignent trop des yeux et serrent trop la mâchoire parce qu'ils sentent le contrôle quitter leur corps en temps réel. Le juge a demandé si la défense souhaitait contester l'analyse d'authenticité. Leur avocat a demandé une brève pause. Il savait déjà qu'il se tenait sur un sol qui s'effondrait, mais Dana n'avait pas fini. Elle a demandé la permission de présenter des preuves pertinentes concernant le motif, le schéma et la tromperie familiale de longue date directement liés à la fraude actuelle. Le juge l'a autorisé. C'est à ce moment-là que les rapports ADN sont entrés au dossier. Même maintenant, si je ferme les yeux, je peux encore voir exactement comment chaque personne a réagi. Mon père n'a pas semblé surpris. Il a semblé vaincu. C'était en quelque sorte pire. Ma mère a eu l'air d'avoir été frappée physiquement. Camille a fixé la page projetée une seconde de trop avant que tout son corps ne se crispe. Dana a lu le résumé clairement, j'étais la fille biologique de Charles Mercé. Camille Mercé ne l'était pas. Camille correspondait à Adrien Val, l'ancien partenaire que ma mère avait enterré sous 30 ans de performance sociale. Personne n'a parlé au début. Puis Camille s'est tournée vers mon père si lentement que cela semblait irréel et a posé une question d'une voix que je reconnaissais à peine, tu savais? Ce n'était pas vraiment une question. Mon père a baissé les yeux et a fait le plus petit hochement de tête que j'ai jamais vu détruire un autre être humain. Camille a ensuite regardé ma mère. L'expression sur son visage n'était pas seulement de la rage. C'était l'effondrement. L'identité est une chose étrange. Les gens pensent qu'elle réside dans les registres, le sang et les noms. Ce que j'ai vu quitter le visage de ma sœur ce jour-là n'était pas seulement la certitude concernant son père. C'était la certitude concernant toute sa vie. Ma mère a essayé d'interrompre. Puis elle a dit que le test était hors de propos. Elle a dit que c'était une attaque contre la famille. Elle a dit que je n'avais aucun droit. Dana a coupé court et a rappelé à la cour que la défense avait déjà présenté des communications fabriquées en lien avec leur position, que la fraude de la fondation et la campagne de diffamation étaient clairement liées à un schéma de dissimulation et de manipulation de plusieurs décennies. Et que le mobile importait. Le juge a acquiescé. Puis le coup de grâce a été porté. Car en essayant de soutenir l'histoire d'extorsion, ma mère avait utilisé des documents falsifiés dans un contexte judiciaire où l'authenticité était matériellement pertinente. Le juge a renvoyé l'affaire pour examen pénal sur le champ et a demandé que le procureur de district soit informé concernant d'éventuels faux rapports et la soumission frauduleuse de preuves. L'avocat de ma mère a demandé du temps. Le juge ne lui en a presque pas accordé. À ce moment-là, l'audience avait dépassé la question de savoir si la fondation avait été mal gérée.
C'était devenu une question de tromperie intentionnelle. Camille est sortie avant que quiconque puisse l'arrêter. Mon père est resté assis comme un homme qui avait finalement découvert que la lâcheté aggravait les intérêts. Ma mère s'est levée pour protester de nouveau, mais sa voix tremblait si fort que même elle a semblé entendre à quoi cela ressemblait. Il y a un moment où certaines personnes réalisent que le charme ne fonctionnera plus. J'ai vu cette réalisation se produire sur le visage de ma mère tandis que deux officiers s'approchaient après l'audience pour parler avec l'avocat concernant le renvoi. Elle n'a pas été traînée en hurlant. La réalité est souvent plus cruelle que cela. Elle a simplement perdu toute son altitude d'un coup, le maintien, la certitude, le vernis social, la confiance de toute une vie qu'elle pouvait réarranger la vérité en la dissimulant, tout a disparu. Mon père a essayé de venir vers moi dans le couloir. Je ne l'ai pas laissé faire. Camille était introuvable. Dana s'est tenue à mes côtés, a passé en revue les prochaines étapes d'une voix si pratique qu'elle m'a empêché de sombrer dans le choc, et a prononcé les mots que j'avais attendus pendant des années sous une forme ou une autre, ils ne peuvent plus contrôler cela. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, il ne pouvait pas réécrire ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas m'exclure de la pièce où la vérité était dite. Il ne pouvait pas faire de moi la fille difficile, la fondatrice instable, l'étrangère amère, le problème familial. Ils avaient construit un mensonge si soigneusement qu'ils avaient oublié une chose. Les mensonges s'effondrent le plus durement lorsque la personne forcée de vivre sous eux cesse enfin de protéger tous les autres du bruit. Dans les mois qui ont suivi, les conséquences sont arrivées comme elles le font toujours dans les familles riches, pas tout en même temps, mais sans relâche. Ma mère a plaidé coupable une fois que le dossier médico-légal est devenu impossible à éviter. Entre l'activité frauduleuse de la fondation, les faux rapports et l'utilisation de matériaux fabriqués dans le processus juridique. Ses avocats ont négocié durement et ont tout de même échoué à la sauver de la seule chose qu'elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle n'arrivait qu'aux autres, la disgrâce publique avec permanence légale. Elle a été condamnée à 5 ans. Mon père a pris sa retraite anticipée avant que le conseil d'administration de son entreprise ne puisse prendre la décision pour lui. La déclaration officielle disait qu'il se retirait pour se concentrer sur des questions personnelles, ce qui était le genre de langage froid que les institutions utilisent lorsque tout le monde sait que le scandale est la vraie cause. Mais personne ne veut le dire avec des noms. Le monde social qu'ils avaient bâti pendant des décennies s'est évaporé plus vite que je ne pensais qu'ils le méritaient même. Les invitations ont cessé. Les sièges de comité ont disparu. Les gens qui avaient autrefois loué l'élégance de ma mère et le jugement de mon père ont développé une loyauté soudaine envers la distance. Cette partie ne m'a pas surprise. Les cercles bâtis sur l'image ne punissent jamais la corruption parce qu'elle est immorale. Ils la punissent parce qu'elle est embarrassante. Camille a disparu pendant un certain temps. Quand j'ai enfin appris où elle était allée, ce fut par l'intermédiaire de Dana, qui l'avait appris par l'un des nombreux canaux juridiques qui commencent à s'ouvrir lorsque les familles commencent à se diviser en public. Elle avait quitté le Massachusetts, cessé d'utiliser le nom Mercé socialement et loué un petit appartement à Portland sous le nom de Camille Val. Je ne savais pas ce que je ressentais en entendant cela, de la pitié, peut-être de la colère, toujours de la reconnaissance aussi. Elle avait passé toute sa vie à occuper la place qui m'avait été refusée, mais elle avait aussi été construite à partir de la même malhonnêteté qui avait vidé le reste de la famille. Nous n'étions pas des victimes égales. Je ne mentirai jamais et ne ferai jamais semblant de cela. Mais elle n'avait pas non plus été épargnée par ce que nos parents avaient fait. Mon père m'a contacté une fois après l'audience et m'a dit qu'il y avait toujours eu un fonds en fiducie à mon nom financé des années auparavant. Il contenait $1 200 000, protégé, intact, en attente. J'ai écouté en silence tandis qu'il essayait, dans le langage du regret tardif, de l'offrir comme preuve qu'il m'avait aimé de la seule manière lâche qu'il connaissait. Je n'ai pas crié. À ce moment-là, la rage était devenue un cadeau trop évident à lui offrir. Je lui ai simplement dit la vérité, l'argent caché pendant des décennies n'est pas la même chose que la présence. Puis j'ai raccroché. Lorsque le fonds en fiducie est arrivé à échéance et que les fonds du règlement ont été versés, j'ai pris la première décision qui m'a vraiment semblé juste. J'ai transformé le nom de ma grand-mère en quelque chose que personne dans ma famille ne pouvait empoisonner. J'ai fondé la fondation Margaret Haye et je l'ai structurée de la manière dont la fondation Héritage Mercé n'avait fait que prétendre l'être, conseil d'administration indépendant, gouvernance transparente, audit externe, pas de nomination familiale, pas de salaire de complaisance. Pas de manipulation émotionnelle déguisée en mission. Nous avons financé des bourses d'études complètes pour des étudiants issus de familles brisées.
Des enfants brillants mais négligés, très performants mais sans soutien, le genre d'enfant qui avait appris trop tôt que l'amour et la fiabilité ne sont pas des synonymes. J'ai ajouté une allocation de santé mentale à chaque bourse parce que l'éducation change un avenir, mais la guérison change la personne qui doit y vivre. Bâtir la fondation n'a rien effacé, mais cela a donné à ma colère une direction qui ne me rongeait pas de l'intérieur. J'ai aussi construit autre chose, bien que cela ait pris plus de temps et ait eu plus d'importance, une famille choisie. Mon thérapeute est devenu l'un des premiers témoins sûrs de ma vie, quelqu'un qui ne m'a jamais demandé d'être plus indulgente qu'honnête. Quelques amis sont devenus des personnes que je pouvais appeler sans d'abord me modifier en quelque chose de plus facile à supporter. Les bénévoles, les membres du conseil d'administration, et plus tard certains de nos étudiants boursiers sont devenus des rappels que la connexion est très différente quand personne ne mesure votre valeur à ce que vous pouvez faire pour eux. C'était la partie la plus étrange de la guérison, non pas l'absence de douleur, mais l'absence de performance. Je n'avais plus à être exceptionnel pour gagner ma place. Je n'avais plus à réussir assez bruyamment pour être remarqué. Je n'avais plus à me demander si l'amour me serait retiré dès que je deviendrais gênante. 1 an après l'audience, ma mère était en prison. Mon père était seul dans une maison plus petite, sa réputation réduite à ce qu'il en restait après que l'image ait cessé de faire le travail. Et Camille se reconstruisait avec un nouveau nom de famille et une vie qu'aucun de nous n'avait été élevé à respecter. Quant à moi, je vivais sur la côte du Maine, dans la maison où ma grand-mère m'avait appris à quoi ressemblait le fait d'être choisi. Certaines nuits, je m'asseyais encore dans sa cuisine et pensais à la petite fille que j'avais été à 7 ans, essayant de comprendre pourquoi une simple question sur les visages avait changé toute sa vie. J'aurais aimé pouvoir le lui dire plus tôt. J'aurais aimé pouvoir lui dire que les adultes autour d'elle n'étaient pas puissants parce qu'ils avaient raison. Ils étaient puissants parce qu'elle était petite et qu'ils étaient prêts à utiliser cela contre elle. J'aurais aimé pouvoir lui dire qu'un jour elle cesserait de confondre leur rejet avec sa valeur. C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise à travers tout cela. La famille n'est pas les personnes qui partagent votre sang et qui ensuite transforment votre silence en arme. La famille est les personnes qui se présentent sans demander si vous avez réussi suffisamment pour mériter de la tendresse. Votre valeur n'est pas créée par l'approbation parentale. Elle ne l'a jamais été. Les parents peuvent échouer complètement envers leurs enfants et rester des parents sur le papier. Cela ne les rend pas justes. Cela ne rend pas l'enfant difficile à aimer. Cela rend les parents limités, endommagés, égoïstes, effrayés ou moralement faibles. La vérité n'a pas seulement exposé ma famille. Elle m'a libéré de l'histoire qu'ils m'avaient assignée à l'intérieur de celle-ci. Pendant des années, j'ai été la fille qu'ils ignoraient, celle qu'on a envoyée au loin, celle qui était censée accepter cette exclusion en silence et être ensuite reconnaissante quand ils revenaient pour avoir accès à mon succès. Mais la vérité a changé la géométrie de tout. Je n'étais pas la fille indésirable. J'étais le témoin gênant. J'étais la preuve qu'ils ne pouvaient pas garder dans la maison sans risquer ce qu'ils avaient construit. Et une fois que j'ai compris cela, la honte a cessé de s'accrocher à moi comme il l'avait toujours voulu. C'est la leçon éducative enfouie dans chaque histoire de vengeance que les gens aiment réduire au drame. Le silence protège l'architecture de l'abus. La vérité la réarrange. La responsabilité n'est pas de la cruauté. Les limites ne sont pas de l'amertume. S'éloigner des gens qui vous ont échoué à plusieurs reprises n'est pas de l'égoïsme. C'est parfois le premier acte honnête de respect de soi dans une vie construite autour de la survie à leur malhonnêteté. Et si vous pouvez faire encore mieux, si vous pouvez prendre ce qu'ils ont essayé de briser en vous et le transformer en abri pour quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas seulement de la vengeance. C'est une transformation. C'est ainsi que vous vous assurez que la douleur s'arrête avec vous au lieu de devenir un héritage. Je n'ai jamais eu le jour de remise de diplôme que je méritais. Je n'ai jamais eu de parents qui me regardaient avec une fierté simple. Je n'ai jamais eu une enfance épargnée par la comparaison, le secret et l'exil émotionnel. Mais j'ai eu cela. J'ai eu la vérité. J'ai retrouvé mon nom selon mes propres termes. J'ai eu une vie qui ne se plie plus à attendre d'être choisie par des gens qui avaient déjà pris leurs décisions. Et j'ai pu bâtir quelque chose que ma grand-mère aurait immédiatement reconnu comme de l'amour véritable, une aide qui arrive sans humiliation, un soutien qui n'exige pas de performance, et la preuve pour les enfants négligés que quelqu'un les voit avant que le monde ne leur apprenne à disparaître. Cela, finalement, a compté plus que de voir ma mère perdre sa liberté ou mon père perdre sa réputation. Bien que je mentirais si je disais que ces conséquences n'étaient pas méritées. La fin la plus satisfaisante n'a pas été leur effondrement.
Ce fut mon refus de m'effondrer avec eux. Ce fut de devenir l'endroit sur dont j'avais autrefois besoin. Ce fut d'apprendre qu'être invisible dans sa propre maison n'est pas un verdict sur votre capacité à être aimé. C'est un verdict sur les personnes qui ont obligé un enfant à gagner ce qui aurait dû être donné librement. Et si vous avez déjà ressenti ce genre d'invisibilité, si vous avez déjà été traité comme si votre douleur était gênante ou si votre succès n'était intéressant que lorsqu'il devenait utile à quelqu'un d'autre. Je veux que vous entendiez ceci clairement, leur incapacité à vous aimer correctement n'a jamais été la preuve que vous étiez indigne. Ce fut toujours la preuve de leur limitation. Vous ne leur devez pas votre silence. Vous ne leur devez pas votre avenir. Ce que vous vous devez à vous-même est la vie dans laquelle votre jeune moi se serait senti en sécurité.